Salutez les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jestibagi et bienvenue sur One Piece Révélation. On se retrouve pour le spoil complet du chapitre 1038 qui, de toute évidence, enflamme les passions. Une nouvelle fois, Oda a su nous surprendre malgré le fait qu'on n'a pas eu les révélations qu'on souhaitait tous depuis le chapitre 1037 à propos de Zunisha ainsi qu'aux événements cauchemardesques liés à la rêverie ou concernant le légendaire fruit du démon. Malgré ça, c'est un incroyable chapitre, puisque Oda a eu l'audace de prendre des risques en mettant en place des scènes assez sombres et assez violentes sans dénaturer son œuvre, tout en gardant intact l'esprit de One Piece, et pour ça, je dis bravo à Oda. Ce qu'il vient de faire, c'est très fort. Et pour la prise de risque, je souhaite mettre l'excellente note de 9 sur 10 au chapitre 1038. Par ailleurs, les amis, j'ai très envie de connaître votre sensibilité. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires la note sur 10 que vous estimez le plus juste selon votre sensibilité. De ce fait, si cette idée vous plaît, on pourra ensemble noter toutes les semaines les chapitres afin d'en faire une moyenne générale qui sera divulguée lors des chapitres suivants. Vous êtes les experts et je compte sur votre expertise pour noter ce chapitre. Les amis, je suis surpris par la sauvagerie mise en place par Oda relatif au combat de Big Mom et Law. Je me suis cru durant un instant dans Berserk. On a rarement vu des scènes aussi violentes dans One Piece depuis la mort de Ace. De la même manière que le combat de Big Mom m'a agréablement surpris, je suis complètement fan d'assister à un événement nouveau dans One Piece, qui est l'apparition de l'ange de la mort ou d'un démon. C'est un concept complètement nouveau dans One Piece qui fort heureusement enrichit l'œuvre, l'emmenant vers une sphère métaphysique ou spirituelle. À partir de maintenant, il faudra inclure une nouvelle approche dans le domaine du métaphysique pour comprendre l'œuvre dans sa globalité. Mais à une condition, c'est que cela ne soit pas l'œuvre d'une hallucination ou l'œuvre de Hawking, puisque Hawking a fait saigner Zoro à l'aide d'une aiguille. De cette manière, il aurait très bien pu le marabouter pour créer une poupée de Zoro. Ce dernier est au bord de la mort et assez affaibli pour que le fruit du démon de Hawking puisse enfin agir sur Zoro. Rappelons que certains pouvoirs de fruits du démon n'agissent pas sur des adversaires très puissants ou ayant une forte volonté. Et selon moi, pour que cela puisse agir sur des personnes puissantes, il faut que ces derniers soient très affaiblis, comme peut l'être actuellement Zoro. Les amis, reprenons le chapitre 1038 depuis le début. Celui-ci commence par les mini-aventures du Germa 66, épisode 3. On y voit Niji et Yonji, prisonniers du livre de Mondor dans la ville Chocolat. En les voyant prisonniers, j'étais persuadé que Oda avait remis sur un piédestal Big Mom, redorant ainsi son image après toutes les humiliations qu'elle a subies lors des 2 derniers arcs. Évidemment, ce fut là qu'une fausse joie de ma part compte tenu du sort qu'a réservé Law à Big Mom au cours de ce chapitre. Néanmoins, ces mini-aventures deviennent très intéressantes puisque je suis impatient de savoir comment Yonji et Niji vont s'y prendre pour s'en sortir. Le chapitre démarre au 3e étage d'un château en flammes dans lequel un duel de résistance à la douleur font face Fukurokujo qui commence à brûler et Reizo qui est déjà recouvert de flammes. Le premier qui périra sera selon moi celui qui relâchera son jutsu en premier. Par ailleurs, il est inconcevable que Reizo tombe, puisque Oden lui-même a résisté longtemps à la mort dans des circonstances plus ou moins similaires. Pour être transparent avec vous, et ayant partagé avec la communauté, nous sommes beaucoup à penser que le combat de Reizo et de Fukurokujo traîne en longueur. C'est dommage que Oda persiste à développer ces deux personnages un peu random, alors qu'il serait plus intéressant de développer ou de rallonger d'autres éléments plus importants à l'histoire. Il se pourrait que ce combat me dérange beaucoup moins, à condition que Fukurokujo dévoile des secrets relatifs au CP0 ou au gouvernement mondial. Je persiste à penser que cette longueur scénaristique prendra sens uniquement si certains voiles sont levés. Nous quittons le 3e étage pour descendre au 2e, dans lequel Jinbei entre en scène dans le but de sauver des samouraïs de l'effondrement du plafond. Par ailleurs, j'ai l'impression que Oda développe le personnage de Jinbei sur le thème du sauveur, celui qui intervient à la dernière seconde. Il est à l'image de Piccolo dans Dragon Ball Z, comme étant le protagoniste de dernière minute qu'on n'attendait pas à voir arriver, à l'instar de son sacrifice qui permit aux Mugiwara de fuir Big Mom sur Whole Cake Island.
C'est alors que nous quittons JB pour rejoindre l'étage de la scène dans la zone où Big Mom se bat. On y voit Chopper en mode miniature, ressentant des sensations étranges avant de récupérer son apparence habituelle. C'est sans doute les effets de ces transformations accumulées aux substances qu'il avale qui l'ont miniaturisé. Mesdames et messieurs, nous voici au moment le plus épique de ce chapitre, à l'extérieur du château et plus précisément sur Zoro. Celui-ci serait encore inconscient, mais il voit quelqu'un vêtu de noir, portant une capuche et une faux, possédant une aura très étrange, s'approchant de lui dans le but de l'attaquer. Il paraît également que Zoro serait dans l'incapacité de se mouvoir à cause de l'accumulation de blessures. Selon moi, l'écriture du personnage de Zoro est souvent liée à la mort, puisque Oda, ce génie, nous a souvent fait des foreshadowing à ce sujet. Écoutez bien ce que Zoro a déjà dit. Il y a un homme que je me suis juré d'affronter, et tant que je n'aurai pas croisé sa route, je ne laisserai personne me tuer, pas même la faucheuse. Les amis, n'est-ce pas là encore un moment de pur génie de la part de Oda? C'est l'un des exemples pour lesquels on adore tout cette œuvre. Bref, la phrase que je viens de citer complète l'image qui met en scène Zoro assis sur une tombe. Celle-ci porte le chiffre 944. Sur son t-shirt, une tête de mort y est dessinée, ainsi que les inscriptions suivantes. Ultimo et meilleur. Le message est clair. Zoro ne peut mourir par la main de la faucheuse tant qu'il n'aura pas été le meilleur sabreur au monde. Le dernier foreshadowing en date est au chapitre 1036, lorsqu'il metta le coup de grâce à King en disant qu'il deviendrait le roi des enfers. Comme je le disais précédemment, Zoro est depuis sa première apparition dans le manga associé à la mort, puisqu'il était laissé pour mort sur la crucifix lors de sa première rencontre avec Luffy. Par ailleurs, les amis, souvenons-nous du combat de Zoro contre Mihawk. Ce dernier lui disa qu'il était trop tôt pour mourir. N'est-ce pas là encore une preuve que Zoro est lié à la mort? Afin d'en rajouter une couche supplémentaire, Zoro se balade depuis le début de ses aventures avec des sabres maudits. Même les sabres n'arrivent pas à atteindre Zoro. Même les sabres n'arrivent pas à en finir avec lui. Zoro ne pourra pas mourir tant qu'il ne deviendra pas le meilleur sabreur au monde. Car c'est la voie du samouraï qu'il a empruntée. Je suppose également que l'apparition de la faucheuse ne sera pas sa première et qu'elle reviendra régulièrement hanter Zoro, un peu à l'image du manga Berserk, dans lequel le héros est souvent suivi par un squelette. Tous deux sont des monstres de résistance. L'un a fait la promesse à Kuina de devenir le meilleur sabreur au monde, et l'autre a fait la promesse à la femme qu'il aime de tout mettre en œuvre pour la protéger. Ces deux protagonistes vivent leurs aventures uniquement pour respecter leurs promesses. Par ailleurs, c'est le bon moment pour Oda afin de respecter la mémoire de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk qui est décédé il y a quelques mois et qui n'a pas pu finir son œuvre. Les amis, je souhaite émettre l'idée que la faucheuse soit possiblement l'œuvre du fruit du démon légendaire. Et s'il s'agissait de ce fruit du démon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, nous revenons à ce chapitre avec l'entrée en scène de Franky. Celui-ci est à la recherche de Zoro. Je suppose donc qu'il lui viendra en aide face à la faucheuse. Le chapitre s'oriente une nouvelle fois vers un autre personnage, et là c'est vers le premier étage. Izo fait face aux agents du CP0 en pointant son arme sur le boss du CP0. Ce dernier se désintéresse totalement de lui pour se focaliser uniquement sur les Mugiwara. On comprend que la priorité, c'est toujours Robin. Le chapitre semble vouloir montrer presque tous les protagonistes. C'est pour ça que Yamato est mis en scène aux côtés de Kazenbo. Ce dernier est sur le point d'allumer les explosifs. C'est alors que Yamato parvient à les geler avec une attaque. Puis il arrive à attirer l'attention de Kazenbo en lui mettant un coup de kanabo. C'est alors que tous les deux échangent des attaques. C'est de cette manière que Oda achève leur narration pour enfin nous dévoiler l'affrontement de Law et Kid face à Big Mom. Autant vous dire les amis que ce combat me hype puisqu'on y voit une scène digne de Berserk encore une fois. Dans un premier temps, on nous laisse suggérer que Kid et Law sont mis KO à la suite d'un déferlement de coups. Pensant les avoir vaincus, Big Mom s'apprêta à prendre la direction du toit d'Onigashima. C'est alors que Law attaque avec son sabre. Contrairement à son apparence habituelle, son sabre s'est allongé comme pourraient le faire les bras de Luffy, en embranchant Big Mom du bras jusqu'à la tête. À l'issue de cette attaque,
il semblerait que Big Mom soit en train d'hurler. Je ne pourrais pas vous dire avec certitude si c'est un cri de douleur ou de colère. Les amis, l'image de la lame transperçant la gorge de Big Mom pour ressortir du côté gauche de la joue est impressionnante. Jamais Oda n'avait dessiné de case aussi intensément choquante. Malgré cette violence, cette case reste tout de même dans l'esprit One Piecien. Cela prouve que Oda a l'art et la manière de faire du politiquement correct dans un moment d'horreur. C'est le signe que le manga monte en maturité en même temps que Oda et ses lecteurs. Par ailleurs, l'eau ne cesse de m'impressionner. Il prend une envergure impressionnante. Je suis fan de son style de combat. À la fois très bon support pour ses alliés en jouant avec les placements sur le terrain et à la fois un excellent combattant en 1 contre 1 en plaçant des attaques chirurgicales. Le combat se termine sur une attaque de Kid. Il met en place un taureau géant magnétique venant écraser Big Mom. Pour ceux qui ont eu la force d'écouter jusqu'à la fin et de regarder jusqu'à la fin ma vidéo, et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Cela me donnera beaucoup de force. C'était Jesty Baggy pour One Piece Révélation. Je vous remercie.